Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors nous allons voir donc maintenant le déplacement le long d'un petit cercle autour de la sphère. Alors, pour une sphère, on a une représentation concrète d'un espace euclidien de raccordement le long d'un cercle C en projetant de manière orthogonale les points d'une surface de Riemann sur la développable S circonscrite à la surface le long de la courbe C, c'est-à-dire le plan tangent qui parcourt la courbe. Dans ce cas, les métriques des deux surfaces sont osculatrices à chaque point de C, et d'autre part, la métrique de S est euclidienne. Par suite, la surface S peut être déroulée sur un plan et donne un espace euclidien de raccordement le long de la courbe C. On a vu qu'une surface sphérique à deux dimensions constitue un espace riemannien. Considérons une sphère de rayon R pour le centre O, le pôle P, le rayon R, et on va le mettre en dessous pour que ça soit plus facile, le rayon R de la sphère, avec un petit cercle C de pôle P. Notons Q, le centre de ce cercle. Le demi-angle au sommet du cône qui a pour sommet le centre O de la sphère et pour base le petit cercle C est alpha. Si on prend un point M, l'angle ici est alpha. Alors, dans le cas de la sphère considérée ici, le développement du cercle C sur un plan s'obtient en développement le développable circonscrit à une sphère le long de ce cercle. Cette développable est un cône dont les génératrices ont pour longueur R tangente alpha. Donc en fait, le plan tangent est un plan incliné comme ça sur la sphère qui tourne et il forme un cône, un chapeau sur la sphère. La surface est donc la longueur de ce cône. Les longueurs sont R tangente alpha. La surface du cône, déroulée sur un plan, fournit un espace euclidien, un cercle. Donc ici, c'est plus une sphère, c'est un cercle de centre Q. Ça, c'est la courbe C, ou plutôt, c'est la courbe gamma dont on avait parlé, dans l'espace euclidien. Le point M correspondant au point M, grand M. Le développement de la courbe C donne donc un arc de cercle de centre Q et de rayon R tangente alpha. Notons que si vous découpez ce cône et que vous l'étalez, vous allez avoir une ouverture. C'est un peu comme un gâteau dont on aurait enlevé une part de tarte. Donc si vous avez un cône, que vous le découpez et que vous l'étalez, vous avez une ouverture dans le cercle qui est ainsi formé. La longueur de celle de ce arc de cercle est celle du petit cercle de la sphère.
à savoir 2 pi r sinus alpha, qui est la longueur du cercle grand C. Et donc on voit que le point de départ, petit m, de l'espace euclidien ne coïncide pas avec le point d'arrivée m' après avoir parcouru le cycle formé, dans le cas présent, par le cercle C. Quand on fait un tour sur le grand cercle ici, dans le plan euclidien, on obtient cet arc-ci de m à m'. Si grand phi désigne l'angle, ici grand phi désigne l'angle MQM', alors on a R tangente alpha fois 2 pi phi, 2 pi moins phi, est égal à 2r sinus alpha. 2 pi r sinus alpha. C'est-à-dire la longueur du cercle total, amendée de l'angle phi en moins, est égale à la longueur du cercle grand C. D'autre part, l'air qui est limité sur la sphère par le petit cercle, donc la calotte sphérique, étant donné en coordonnées sphériques par S égale l'intégrale de 0 à 2 pi fois de l'intégrale de 0 à alpha de r carré sin θ dθ dφ. Et ceci est égal à 2 pi r carré fois 1 moins cosinus alpha. On obtient la relation entre l'aire de S, l'aire S qui est délimitée par le cycle, ici la courbe C, et le carré du rayon de courbure de la surface considérée, ici la sphère de rayon R. C'est-à-dire qu'on obtient grand phi est égal à S sur R carré. Alors, attachons à chaque point grand M du cercle deux axes rectangulaires, MX tangent à la courbe et Y dans la direction perpendiculaire. Les deux sont dans la surface qui entoure, donc la surface du cône, qui est posée sur la sphère et qui touche le cercle C. X est dans le sens de parcours choisi. Et grand MY est tangent à la méridienne, la longitude passant par le pôle. Ces axes occupent les positions sur la figure et effectuons maintenant un transport parallèle de ces axes. Alors, dans l'espace euclidien de raccordement, ces axes ont des positions MX et MY. Et au début du parcours, et les positions à la fin du parcours, du cercle, donc, puisqu'après un parcours du cercle on aboutit ici, c'est MX', Y'. Donc là on retrouve la remarque sur le parallélisme qui n'était pas transitif.
selon le cycle qu'on parcourt sur la sphère, on avait pris l'exemple des vecteurs avec trois grands cercles, le parallélisme ne se retrouve pas en faisant un tour complet. Et effectivement, après un tour complet, les angles, les repères xy et x', y' ne sont pas parallèles dans l'espace euclidien. Pour retrouver la position initiale, il faut dans l'espace euclidien effectuer un déplacement associé qui est formé premièrement d'une part par une translation qui amène M' en M et qui a pour grandeur 2R tangente alpha, donc c'est la distance ici, hein, la distance entre M' et R, c'est 2R tangente alpha fois sinus grand phi demi. Et d'autre part, il faut effectuer une rotation qui amène le repère x', m', y' à être parallèle au repère x, m, y. Et c'est précisément une rotation de l'angle grand phi qui est effectuée dans le sens de parcours du cycle. Et cette rotation est donc égale au produit de l'air S, de la calotte sphérique, limité par le cycle, fois la courbure totale, K. Donc l'angle de rotation, grand phi, est égal à SK, qui est égal à 1 sur R carré, qui est la courbure totale de la sphère. Donc voilà pour un exemple de déplacement et de transport parallèle le long d'une courbe fermée, d'un cycle, sur une surface de Riemann. Un cas relativement simple, qu'on a vu en détail, et on va généraliser ça, toujours sur la sphère, au déplacement le long d'un triangle sphérique. Je vous remercie.